Bonjour, mon nom est David Dugodillon. Je suis auteur, compositeur, interprète en tant que David in the Woods et aussi à la tête du label Kuchabata Records. Je croyais que je t'aimerais toujours, que dans mon scaphandre, le temps n'existe plus. J'étais sous l'emprise de ces bras à de fer. Ce soir, l'orage s'est abattu sur le grand boulevard. Je dirais que c'est sûr que là, j'ai commencé à écouter de la musique grâce à mes parents, la collection de vinyles qu'il y a dans le salon. Mais le moment où j'ai vraiment eu de l'intérêt à jouer de la musique, c'est que mon frère a reçu une guitare électrique pour Noël. Ça a donné que, même pas un an plus tard, j'avais emprunté la batterie à mon oncle. Parce que là, on s'était dit, tant qu'à faire, on va commencer à jouer ensemble. Mon frère et moi, on a parti un petit band de cover au départ. Puis éventuellement, on a d'autres musiciens, d'autres jeunes, des amis de notre âge qui se sont joints au band. Puis c'est pas mal comme ça que ça a commencé. Sauf qu'éventuellement, j'ai développé l'amour pour la guitare parce que c'est sûr que si tu veux écrire une chanson, la batterie, c'est limité un peu. Donc ça prenait... Donc j'ai appris la guitare plus tard, mais j'ai pas mal appris par moi-même. Là. J'ai passé peut-être 6 mois de cours parce que je voulais essayer de faire m'inscrire en musique populaire, en jazz, je pense, à Marie-Victorin. Puis donc j'avais pris quelques cours avant ça pour être préparé, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. Fait que puis j'ai pas réussi le test de toute manière. Donc c'est pas mal ça c'est comme ça que j'ai appris à jouer la guitare. La batterie aussi, c'est pas mal par moi-même. Les autres instruments de musique, c'est venu... c'est plus des besoins de vouloir expérimenter avec certains instruments. Je me considère pas un vrai joueur de saxophone ou un vrai joueur de banjo, mais je suis capable de sortir des sons de ces instruments-là, puis c'est ça qui m'importe. Pas mal quelqu'un, quand j'étais jeune, qui était très dans la lune et très dans sa tête, puis dans ses idées, puis dans son imagination. J'ai commencé à découvrir que j'aimais créer des choses en dessinant. En fait, toute ma jeunesse, c'est surtout du dessin. Éventuellement, j'ai découvert la musique comme tout adolescent qui découvre les disques à son père ou... la musique, j'avais une grande sœur. J'ai une grande sœur qui m'a fait écouter des trucs. Il y avait un grand frère d'un ami qui me faisait écouter des trucs. Mais à l'école, non, j'étais pas mal solo, là. C'est ça. Avec les bands au secondaire, on jouait dans des sous-sols, on faisait des parties, mais comme je disais, on faisait surtout des interprétations de trucs qu'on aimait à l'époque. On n'avait pas encore assez... Je pense qu'on n'était pas assez mature pour écrire ou composer des trucs, mais éventuellement, au début des années 2000, en fait, j'ai fini mon deck en arts et lettres. Puis là, j'avais pas l'intention d'aller à l'université, je voulais vraiment faire de la musique, là, c'était juste ça que j'avais en tête. Je me suis trouvé une job dans un magasin de disques, puis là, je me suis acheté un peu d'équipement pour enregistrer. Puis là, j'ai enregistré le premier EP de David in the Woods, puis là, les spectacles en tant qu'auteur, compositeur, interprète sont venus pas longtemps après. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, là, parce qu'au départ, je savais vraiment pas ce que je faisais. Puis c'est ça, si tu regardes comment les autres groupes font, comment ça fonctionne, on s'entend que même début 2000, l'Internet, c'était pas encore quelque chose d'aussi accessible qu'aujourd'hui, fait que il n'y avait pas autant d'informations. J'ai vraiment appris sur le tard, puis aujourd'hui, je sais vraiment plus qu'est-ce que je fais, surtout aussi parce que je travaille dans une maison de production de spectacle, donc j'ai appris beaucoup de là. C'est à un autre niveau, un niveau beaucoup plus grand public si on veut, mais au bout du compte, c'est la même chose. Fait que non, c'est ça, c'est par moi-même. Écoute, j'ai enregistré la majorité de mes premiers albums, en fait jusqu'en 2010, j'ai tout enregistré avec un 4 pistes à cassette qu'au départ j'avais loué dans un magasin d'électronique. J'ai appris vraiment à fonctionner avec ça. Éventuellement, j'ai acheté mon propre 4 pistes. C'est limité, mais tu peux quand même, si tu
connais comment la machine fonctionne, comment faire une bonne prise de son, etc., tu peux avoir quelque chose de potable, surtout que moi, j'ai toujours aimé les choses plus lo-fi, là, tu sais. Mais éventuellement, ça devenait très limité. Puis la technologie avec les ordinateurs, tout ça, ça devenait aussi plus abordable. Fait que je me suis équipé éventuellement, mais ça fait même pas 6 ans que j'enregistre avec un ordinateur. Et ta volonté s'effrite, trop volatile et perplexe. Mais tu es la camée de l'engouement. Et tu t'ennuies avec le temps, qui semble toujours trop long. Tu voudrais qu'elle revienne à la maison. David in the Woods, c'est mon projet vraiment solo où j'écris des chansons avec une guitare, puis après ça, j'enregistre avec tous les arrangements que j'ai besoin. C'est avec ce projet-là que j'ai parti mon label. C'était le premier EP de David in the Woods, c'est la première sortie sur le label. J'ai toujours été super intéressé par les musiques plus expérimentales, la musique improvisée. Fait que ça n'a pas pris de temps que j'avais des idées pour d'autres choses, puis je pouvais pas tout mettre ça dans David in the Woods. Ce que j'ai fait un peu au départ, puis ce qui donnait des albums un peu qui vont dans toutes les directions, éventuellement j'ai réussi à plus diviser la chanson que les trucs vraiment champ gauche. Fait que j'ai parti d'autres projets, puis dans la musique improvisée, ce qui est intéressant, c'est que on peut jouer avec à peu près n'importe qui, même si on vient juste de le rencontrer. Si cette personne-là est habituée à faire ce genre de musique-là, tu te rencontres, tu t'installes, puis tu joues, puis tu enregistres ça, c'est spontané. Pour ceux qui aiment ce genre de musique-là, ça donne un bon résultat. Donc c'est sûr que j'ai enregistré beaucoup de trucs, produit beaucoup de trucs à ce niveau-là aussi. Sinon, un autre groupe assez important dans lequel j'ai été, c'est Crab. J'ai été dans Crab pendant... en fait, c'est en 2007 qu'on a commencé, puis moi, j'ai quitté le groupe en 2014. Ça aussi, ça a pris beaucoup de mon temps. Ben, Crab, en fait, c'est pas moi qui écrivais les chansons, c'est Martin Poulain-Légaré. Moi, j'étais le batteur, c'est un duo, guitare-batterie. Donc, c'était vraiment plus... un sport. En tout cas, en tant que batteur, là, c'est quelque chose, ça demandait beaucoup d'énergie. C'est très mathématique, c'est sûr que c'est expérimental aussi, mais c'est quand même de la chanson, c'est quand même des pièces avec une structure très rock, même, je dirais punk rock, là. Puis on a sorti plusieurs albums, on a fait quelques tournées. On était quand même pas mal productifs. Là, le groupe a continué, ils ont sorti un album cette année. Cette année, oui. Non, l'année passée. Non, c'est vrai, c'est cette année. Ils ont sorti un album avec un nouveau batteur. OK. En fait, moi, j'ai décidé de partir ça parce que tant qu'à produire des trucs, j'avais déjà l'idée de produire les bands de mes amis, de partir, comme je disais, des projets expérimentaux qui s'enregistrent en une journée. Puis je trouvais ça, j'étais inspiré par d'autres petites étiquettes qui justement sortaient des trucs faits maison, en édition limitée. Pour moi, c'est le genre de trucs qui m'attiraient beaucoup, fait que je voulais le faire moi-même. Puis avec la musique que je faisais, puis que je fais encore, bon, David in the Woods, des fois ça peut être un peu plus radiophonique, mais en général, ce qui sort sur le label, c'est difficile de trouver une compagnie de disques, une grande compagnie de disques, admettons, qui va vouloir mettre de l'argent là-dedans, mettre du temps. Donc, éventuellement, surtout aujourd'hui, avec
la réalité dans laquelle on est dans l'industrie du disque. Je pense que c'est très réaliste de vouloir s'autoproduire. Puis d'avoir un nom de label, un collectif autour de ça, je trouvais ça super intéressant. Pour moi, c'était vraiment de produire des trucs de mes amis, puis de ne pas avoir à attendre après personne pour produire, pour que mes choses sortent, soient disponibles, tu sais. Mais qu'est-ce que ça fait, le label rendu là? Ben, c'est que dans le cas de Kuchabata Records, c'est pas vraiment une compagnie de disques, c'est plus comme un collectif. C'est pas une business, il n'y a pas d'argent. Évidemment, il y a de l'argent qui doit être investi, mais on fait pas ça pour faire des profits. Puis moi, je détiens pas les droits d'aucun des bands. Puis je finance pas non plus les productions. C'est les bands qui financent leurs propres projets. Sauf que moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je lead le collectif. Je fais du bénévolat, que ça soit enregistrer un band, que ça soit les aider à produire, d'établir des liens avec des fournisseurs ou des compagnies où ils font de la duplication de CD ou de cassettes même, ou du vinyle. Là, je peux les aider avec le booking. Tous les liens, si un band a besoin de quelqu'un pour faire sa pochette, je peux le référer à quelqu'un. Mais je dirais que la chose que je fais qui est la plus, disons, qui bénéficie le plus au groupe, c'est tout ce qui est relations de presse. Étant donné que c'est un collectif, c'est facile, c'est un peu comme les groupes, ils vont créer un certain exposure pour le label. Le label va créer un exposure pour les bands, comme ça. Donc, quand un band va sortir un album ou un EP, moi j'envoie une infolettre à plein de médias. Puis là, ben, les gens apprennent à connaître le label. Puis s'ils connaissent le band, ils connaissent le label. S'ils connaissent le label, ils connaissent le... Tu sais, c'est une boucle comme ça qui fait que ça aide tout le monde à agrandir son cercle puis de se faire connaître. Ça veut rien dire spécialement. En fait, j'ai vérifié si c'était un nom qui existait, j'ai jamais rien trouvé. Par contre, je me souviens au cégep, j'avais un cours en théâtre, si je me souviens bien. Puis notre professeur nous avait raconté une histoire sur un village en Amérique du Sud où une femme, une espèce de sorcière, aurait empoisonné tous les enfants du village avec des petits gâteaux qui auraient un nom très semblable à Kuchabata. Donc, je me suis inspiré de ça. C'est un nom propre. Hein? C'est pas, les gens, habituellement, vont plus se rappeler, je pense, quand c'est un nom propre. En même temps, la majorité des gens sont incapables de le prononcer ou de l'écrire comme il faut. Faut toujours que je corrige ça. Mais non, ça veut rien dire de spécial. Ben écoute, c'est assez clair que c'est Washing Machine de Sonic Youth. Mes parents m'ont acheté ça pour Noël. J'avais un ami qui avait un grand frère. On lui avait demandé bon, qu'est-ce que tu nous conseilles? On écoutait du Nirvana, des trucs comme ça. Puis là, j'ai reçu ce disque-là, puis juste voir le disque avec la pochette, déjà très bizarroïde. J'ai mis ça dans mon lecteur, j'ai écouté ça. Je comprenais pas ce qui se passait. Ça a ouvert beaucoup de portes pour moi musicalement. Moi, j'ai développé un grand amour pour Devendra Banhart, qui est un chanteur folk qui vient du Venezuela, mais qui est d'origine américaine aussi. Tout le courant qui appelle free folk, c'est comme le retour du folk, mais un côté un peu plus freaky, un peu plus hippie, avec des trucs plus expérimentaux. Il y en a beaucoup qui m'ont donné le goût, mais il y en a un qui m'a marqué spécialement, ça fait pas très longtemps. C'est My Bloody Valentine au Metropolis. Moi, j'étais un gars de guitare électrique, puis My Bloody Valentine, c'est des grosses guitares électriques à un volume incroyable. C'est un de mes bands cultes, je les avais jamais vus. Il y a quelque chose comme 24 ans entre leurs deux albums, leurs deux derniers albums. Donc,
pour moi, c'était une chance de pouvoir les voir. Puis ça m'a donné, oui, ça m'a inspiré à continuer à jouer avec des grosses guitares fuzzées. En fait, oui, je comprends très bien ta question. Puis en fait, ma réponse est que je ne crois pas que tu puisses en vivre. Pas à ce niveau-là. Surtout aujourd'hui, on le sait, là, les gens maintenant, ils vont sur des sites de streaming. Les disques, ça se vend de moins en moins. Vivre seulement avec les revenus du spectacle, il faut attirer quand même beaucoup de gens. Pour attirer beaucoup de gens, il faut faire de la musique qui est très radiophonique. On s'entend que le Québec, à part Montréal, en général, c'est bon, la région, les gens sont peut-être plus intéressés par la musique plus populaire. Donc, il n'y a pas vraiment de circuit pour ce genre de musique-là, admettons, comparativement aux États-Unis ou l'Europe. Ce qui fait que de penser de pouvoir vivre de la musique en faisant des tournées au Québec ou même au Canada, c'est un territoire immense. C'est pas vraiment réaliste. Je pense que il y a peut-être une possibilité si tu réussis à tourner à travers la planète, faire ça constamment, jamais arrêter. Mais ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il faut aussi être courageux parce que c'est pas comme un travail à temps plein. Ça donne pas un... T'es jamais certain si l'année d'après tu vas avoir un revenu. Puis on s'entend que les styles musicaux ou les tendances, ça dure encore moins longtemps que jamais. Ça dure. Un groupe va être populaire, puis 2-3 ans plus tard, on n'entend plus parler. Moi, je pense que si j'avais à donner un conseil, c'est de faire la musique pour le plaisir. Puis si ça demande de travailler, d'avoir un job de jour, ben ça sera ça. Mais au moins, je pense que si on se met ça tout de suite dans la tête, c'est que on ne sera pas déçu. Puis il n'y a pas le stress qui vient avec de ne pas avoir une scène. Là. Ça fait quand même 13 ans que j'ai cette band-là. Puis j'ai jamais vraiment arrêté de travailler à la promotion de ce band-là. Dans la limite de ce qui me semble acceptable et intègre. Si je fais 1000 pièces par année avec toutes les sources de revenus possibles, c'est une bonne année. C'est en général, en fait, moi, je tourne pas beaucoup parce que, comme je disais, au Québec, il n'y a pas nécessairement le circuit pour ça. Pour ce genre de musique-là, il y a quelques endroits où tu peux aller, mais il faut que tu fasses pas mal de kilométrage. Le Canada, c'est encore pire. Pour aller aux États-Unis, c'est très compliqué parce que ça prendrait un visa. Sinon, tu y vas sans visa, mais là, c'est complexe. Tu peux pas utiliser tes propres instruments de musique. Je ne devrais pas dire ça à la caméra, mais il faut que tu fasses semblant que tu ne vas pas faire de la musique là-bas, sinon ils ne te laisseront pas passer. Ça, c'est très complexe. Puis là, l'Europe, ça prend déjà des billets d'avion, fait que ça coûte cher. Fait que c'est sûr que je fais pas beaucoup de spectacles, mais je pense que ça ne donnerait pas grand-chose que j'en fasse plus, parce qu'il n'y a pas assez de demandes nécessairement. T'sais. C'est pas comme si je remplissais des salles dans toutes les villes du Québec. Là. Sinon, la vente d'albums, je pense que c'est la pire affaire. Moi, je produis encore, on produit des cassettes parce que le CD, ça se vend plus. Puis cassette, il y a comme une espèce d'engouement pour ça. Ça remplace le vinyle parce que le vinyle, il est trop cher, c'est trop long à produire. Mais je produis encore des cassettes. Notre musique mes albums sont sur Bandcamp. Les gens peuvent en général payer ce qu'ils veulent, mais les gens ne payent plus en général. Je sors un album, si j'en vends 10 copies là, dans la semaine, je suis content. Fait que
je compte pas sur cet argent-là. Là où il y a le plus d'argent à faire, c'est avec les droits d'auteur, les droits de producteur, les droits d'interprète. Ça, il faut juste se relever les manches, faire un peu de paperasse. Puis ça vaut la peine de le faire. Puis dans mon cas, vu que ça fait comme... ça fait autant d'années, ben tu sais, t'as des tunes qui jouent sur une base un peu plus régulière. Il y a des petits revenus qui arrivent. De temps en temps, ça peut être surprenant. Il faut juste le faire. Puis évidemment, il faut que la musique elle soit un peu radiophonique. Là. Ça peut être plus difficile dans le cas d'un band qui fait des tunes de 30 minutes instrumentales. Je pense que j'ai déjà fait des compromis, mais en fait, pour moi, c'était des compromis, mais je pense pas que c'était des assez grands compromis pour que ça fasse une différence au bout du compte. J'ai fait des albums où je me suis dit, OK, là, je vais essayer de faire des tunes plus courtes, puis je vais essayer de mettre moins de distorsion, puis je vais essayer... En même temps, ça faisait mon affaire, tu sais. Des fois c'était intéressant de toucher à d'autres choses, puis des fois, c'est pas parce que c'est radiophonique ou que c'est pop que c'est mauvais, là, tu sais. Moi, j'aime la musique. La bonne musique pop, puis je pense que David & Wood, ça a un côté même un peu pop, un peu folk. Mais faudrait que je fasse des gros compromis. Puis encore là, j'y crois plus ou moins parce que, ben honnêtement, je pense pas que j'ai une voix spécialement belle. Je pense pas que je sois un musicien spécialement talentueux. Je pense juste que je fais quelque chose de différent. Puis c'est ce qui fait que ça plaît à certaines personnes. Puis c'est ça qui est important, plus que d'avoir du succès. En fait, le succès, c'est subjectif. Pour moi, le succès, c'est de créer quelque chose à mon goût, puis que ça soit meilleur que le dernier, de faire compétition à moi-même. À part la musique dans ma vie, ben, il y a une chose qui prend beaucoup de place, c'est de faire du vélo. J'ai développé la passion du vélo quand je suis déménagé à Montréal il y a environ 6 ans. Bon, Montréal, c'est grand. On peut se déplacer en bus, en métro, mais en vélo aussi, et c'est souvent la manière la plus rapide et bien sûr la plus agréable. Je vis dans NDG et je travaille au centre-ville, donc j'ai un bon 15 km à faire au moins par jour. Et je fais ça 8 mois par année, ça me garde en forme et c'est très, très enivrant. Mais là, il y a eu la première tempête de neige, donc ça va être terminé pour moi le vélo jusqu'au mois d'avril. Mais je vous conseille d'en faire du vélo, surtout à Montréal, c'est vraiment agréable. Exactement, ouais, tout à fait. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi que ces gens-là, en général, vont continuer à faire ce qu'ils aiment, peu importe s'ils vendent des disques ou s'ils remplissent des salles. Puis je pense que ça prend ça. Il y a toujours eu une contre-culture dans toutes les cultures, dans toutes les... si tu as des écrivains populaires, ben, tu vas avoir des gens qui écrivent sur des trucs plus champ gauche. Dans le cinéma, tu as le cinéma d'exploitation, le cinéma de répertoire. Dans la musique, c'est la même chose. Il va toujours avoir des gens qui ont le goût de faire des choses différentes. Moi, personnellement, j'écoute très rarement la radio, à part CISM et des stations universitaires comme ça, parce que ceux-là se permettent de faire jouer d'autres choses, mais le 6 à 6, c'est quoi? Des trucs comme ça, moi, ça m'endort. J'ai besoin d'un certain défi, tu sais. Fait que les groupes qui sont sur le label, sur Kuchabata Records, puis même, il y a d'autres labels à Montréal, plein de labels, des amis qui ont des labels et des groupes. Il y a une grosse scène à Montréal, puis il y a beaucoup de bons groupes de musique qui font des choses absolument pas radiophoniques, mais ils existent, puis ils vont continuer d'exister, en tout cas. J'ai commencé en anglais parce que à l'époque où j'ai commencé à écrire des chansons, chanter du rock en français, c'était comme pas super... on n'avait pas d'exemple, tu sais. On disait j'ai pas le goût... Quand je chante en français, ça sonne comme Ginette Renault. C'est ça qu'on disait, tu sais. C'est un peu naïf, mais éventuellement, il y a des bands qui sont arrivés comme Malajube puis Carquois, puis qui nous ont donné
Ça nous a donné un coup de pied au derrière. Genre, oui, ça se fait de chanter en français, puis de rocker, puis de pas avoir... C'est pas nécessairement chanter avec l'accent du joual, ou tu sais... Puis j'ai comme, tranquillement, pas vite, commencé à travailler, à essayer ça, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus facile que d'écrire en anglais, parce que comme tu me posais la question, quand j'écrivais en anglais, j'écrivais souvent en français, puis après ça, je traduisais. Puis tu sais, j'ai beau être bon en anglais, c'est pas ma langue, je pense pas en anglais. Fait qu'en français, ça m'a permis vraiment d'écrire plus aussi des trucs poétiques. On dirait que, en tout cas, quand tu parles cette langue-là, il y a plus de mots pour exprimer ce que tu veux dire. Puis, je trouve ça important aussi de défendre ma culture, ma langue. Tu sais, c'est... là aussi, j'aurais pu faire un compromis puis chanter en anglais pour aller chercher un peu plus de monde à l'extérieur du Québec, mais ça m'importe peu. Ben, j'ai pas l'intention d'arrêter, parce que tant que c'est agréable, tant que c'est le fun tant que j'ai de l'inspiration pour écrire de la musique, en composer, en jouer, en produire, pour moi, c'est ma passion. Je collectionne les disques, je tripe sa musique, fait que pour moi, de pouvoir archiver des trucs de bandes de Montréal, puis que ça s'incruste dans l'histoire musicale du Québec ou du Canada, whatever. Je trouve ça super important, puis je trouve ça cool de participer à ça. Donc, tant que j'aurai le temps et l'énergie, je vais le faire. Puis je pense que ça fait assez longtemps pour dire que je suis rendu à un moment donné dans l'histoire du label ou dans l'histoire de David and the Woods où ça serait un peu ridicule que j'arrête là, tu sais. Je suis tout aussi bien de continuer. Je veux dire, je suis inspiré par des gars comme des artistes comme Neil Young qui ont fait 35 albums, puis qui ont 75 ans ou presque, puis qui sont encore très inspirés, puis très créatifs, puis productifs. Pour moi, ça, c'est... Il n'y a pas d'âge pour faire de la musique et pour être créatif, donc j'ai pas l'intention de m'arrêter. Débrancher ma soupie, hypnotisé par la lune qui ressurgit, fâche le son dans